Nous allons maintenant discuter autour de l'insuline avec les patients qui l'utilisent et également avec le représentant du Diabète Lab. Donc je vous présente nos intervenants. Chantal Muriot, tu es administratrice à la FFD, tu vis avec un diabète depuis 67 ans. Coralie Alabert, vous êtes diabétique de type 1 et créatrice de la page Coco and Pody sur Instagram. Et Nicolas Naïdic, docteur en sociologie et donc responsable du Diabète Lab auprès de la FFD. C'est donc Nicolas qui va animer ces échanges autour de vivre avec l'insuline, ce qui n'est pas une mince affaire au quotidien. À toi, Nicolas. Donc bonjour à toutes et à tous, merci infiniment de votre présence, c'est vraiment toujours très agréable de se retrouver et surtout en présentiel et de vous découvrir pour de vrai. Écoutez, avant de passer la parole à Chantal et Coralie, juste quelques mots d'introduction. 100 ans, c'est assez long, on pense que c'est l'espérance de vie de certaines tortues. 100 ans, c'est beaucoup trop long, on pense à un conflit avec une puissance maritime voisine. Mais 100 ans, c'est aussi très très court, parce que quand on pense à l'échelle de l'humanité, ça fait à peu près 0,0028% du temps qu'on a réussi, grâce à l'insuline, à faire passer d'une maladie mortelle, le diabète de type 1, à une maladie qui était chronique. Et merci Gérard de l'avoir rappelé tout à l'heure. Et en même temps, on voit que si ce laps de temps il est extrêmement court, eh bien, sur ces 100 années qui se sont passées, eh bien, il y a une infinité de choses, excusez-moi, ce sera plus simple comme ça, une infinité de choses qui se sont passées. Et je pense que tout l'intérêt en fait, de la discussion qu'on va avoir avec Coralie et Chantal, eh bien, c'est de montrer que sur ces 100 ans, il s'est passé des choses absolument fantastiques et que si c'est une maladie chronique, avec son lot de difficultés au quotidien, eh bien, il y a eu des évolutions qui ont été majeures et qui, pour l'avenir, présageront de choses encore plus radieuses aujourd'hui. Et quoi de mieux pour en parler que l'expérience de 2 personnes diabétiques, ça a été dit dans l'introduction, une qui a 67 ans de diabète derrière elle, comme quoi on peut vivre vieux et bien avec un diabète, et puis une autre qui est une petite jeunette dans le milieu du diabète, si on peut le dire comme ça, puisqu'elle n'a que 17 ans de diabète derrière elle. Et donc on va peut-être zapper les présentations, puisque vous avez déjà été parfaitement introduit. Et peut-être la première question pour Chantal, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances votre diabète a été diagnostiqué, comment ça s'est passé un petit peu pour vous ? Bonjour à tous. Pour moi, le diabète a été reconnu à la suite d'un contrôle pour un vaccin anti-polio pour partir en colonie de vacances. Tout simple, au mois de mai. Et bon, il y avait trop de sucre dans le sang. Le médecin a dit ça doit être les fruits rouges, c'est la période, on attendra septembre. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et au mois de septembre, on m'a dit effectivement, il y a trop de sucre, maintenant, il faut vous hospitaliser. Et Chantal, vous me disiez, alors on a un petit peu préparé l'entretien quand même, vous me disiez que ce qui avait été compliqué pour vous notamment, c'est qu'à l'époque le diabète c'était quelque chose de pas très connu, en tout cas encore moins qu'aujourd'hui, et que trouver un centre de diabétologie c'était pas évident. Comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là ? Lorsque vous êtes enfant, que vous avez 8 ans, vos parents, on ne connaissait pas le diabète, ou très peu. Pas de centre, j'habitais à l'époque la région parisienne, à Enghien. Et le seul centre qui pouvait m'accueillir, c'était ou la Pitié à Paris ou l'hôpital d'Argenteuil. Donc voilà, on a préféré prendre Argenteuil parce que c'était à côté, que les parents pouvaient venir. Mais c'est tout, sans spécialité à l'époque. Et vous, Coralie, donc diagnostic plus récent, comment ça s'est passé pour vous ? Alors dans mon cas, j'ai donc mon papa qui a un diabète de type 1 et c'est vrai que ma maman a reconnu les symptômes et on avait quand même été un peu plus sensibilisés, je pense. On a reconnu la soif intense, le fait d'aller aux toilettes régulièrement, de maigrir et il n'en a pas fallu peu pour aller chez le médecin et directement j'ai été envoyée faire une prise de sang et juste après, sont suivis 2 semaines d'hospitalisation. Et bien au contraire, je pense que justement, on m'a gardée longtemps à l'hôpital pour bien, déjà, un petit peu encaisser ce diagnostic. Enfin, c'est surtout pour les parents, puisqu'à l'époque, j'avais 9 ans. J'en ai aujourd'hui 26. Donc, c'est aux parents de faire l'apprentissage de qu'est-ce qui nous tombe dessus, comment le gérer. C'est vraiment à la fois, c'est réapprendre à vivre avec le diabète. Et pour ça, du coup, on m'a gardé un bon bout de temps. Non, c'est très intéressant. Je me permets une petite digression par rapport à certaines études du Diabète Lab. C'est vrai qu'entre guillemets, les enfants diabétiques qui ont la chance, vraiment, entre guillemets, d'avoir un parent diabétique, le diagnostic est quand même plus facile pour eux parce que, de fait, les parents sont capables d'identifier les symptômes.
Et peut-être la question, Coralie, c'est vous qui avez l'expérience des réseaux sociaux, donc de la rencontre d'autres personnes jeunes diabétiques, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette même facilité de diagnostic pour elles? Alors, ça dépend vraiment des cas. J'ai encore des messages aujourd'hui qui me disent qu'il faut attendre l'acidocétose et un coma pour être diagnostiqué. Mais plus on sensibilise à la maladie et plus on parle de ces symptômes évocateurs d'un diabète, et plus du coup on émet l'alerte. Et je dis souvent, parfois je reçois aussi des messages qui me disent j'ai peur, j'ai très soif, j'ai peur d'avoir un diabète. Le conseil que je donne, c'est simplement, tu peux aller en pharmacie, te faire piquer le bout du doigt et tu auras une réponse assez rapide. Donc le fait de sensibiliser aujourd'hui grâce à nos nouveaux moyens de communication, je pense qu'on peut gagner en rapidité de diagnostic et éviter d'arriver jusqu'à un coma soit d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Non, c'est très intéressant. Vous voyez déjà sur 2 générations, sur la différence, rien que sur le diagnostic du diabète, même si ça s'est amélioré, il y a toujours aujourd'hui des difficultés et on voit encore la place prépondérante de la famille là-dedans. Et peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, et là c'est pour Chantal d'abord, comment ça s'est passé pour vous la mise sous insuline? La mise sous insuline a été, je ne vais pas dire dure parce qu'on ne connaissait rien d'autre avant. Donc, on m'a hospitalisée 2 mois et on m'a dit tu sortiras quand tu sauras te piquer. Oui, c'est gentil pour un enfant. Se piquer avec des seringues en verre, avec des aiguilles qui ressemblaient plus à des pieux qu'à des aiguilles, avec le recul, bien sûr. Et voilà, sans me dire il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut calculer. On ne savait pas tout ça. Il y avait que des analyses d'urine, alors c'était pas... On vivait comme ça, et il fallait l'accepter comme ça. Et donc concrètement, Chantal, vous aviez un protocole à suivre pour vos injections d'insuline ou c'était au petit bonheur la chance, si je puis dire? Avec le recul, je ne peux pas vous dire qu'il y avait un protocole. On faisait une quantité d'insuline suivant les analyses d'urine. Alors, si on reprend le recul, on sait que dans les urines, s'il y en a trop, c'est parce que dans le sang, ça déborde. Donc, automatiquement, voilà, on faisait des quantités sans savoir vraiment. Et une injection par jour. Il n'y avait pas 2, ni 3, ni 4. Non, une injection par jour à l'époque. Et vous, de votre côté, Coralie, comment ça s'est passé? Alors, je reviens sur la taille des aiguilles, parce que je me souviens que quand j'étais petite, j'avais du 5 mm, et un jour, on m'a passé au 8 mm, et j'ai eu très mal. Alors, j'imagine même pas ce que vous avez enduré. De mon côté, en tout cas, j'avais un protocole, un petit tableau que je devais suivre, donc fait avec ma diabétologue, qui dépendait donc du taux auquel j'étais avant de manger. Donc, si j'étais à 2 grammes, je devais faire telle dose d'insuline. Si je mangeais un peu plus gras, il fallait ajouter 2 unités. J'ai pas du tout commencé par l'insulinothérapie fonctionnelle dès 9 ans. Je pense que le tout, c'est d'abord d'appréhender la maladie, de comprendre un peu les mécanismes. Et l'insulinothérapie fonctionnelle, je ne l'ai faite qu'à la mise sous pompe, soit il y a presque 5 ans. Donc, j'avais un protocole, un petit tableau à suivre avec attention. Et à l'époque, vous étiez ça a été directement sous multi-injection quotidienne, en fait? Oui, injection, oui. Vous aviez la basale le soir et puis les bolus au repas à chaque fois? C'est ça, insuline lente le soir et effectivement une piqûre de rapide avant chaque repas, y compris la collation. Donc vous voyez déjà là encore sur ces 2 témoignages, on voit qu'il y a une différence sur la préparation du passage à l'insuline avec une préparation qui était extrêmement minimaliste et une préparation qui était quand même un petit peu plus optimale, on va dire aujourd'hui. Une différence sur le nombre d'injections d'insuline, on est quand même passé de 1 à 4 et pourtant c'est quand même un tout petit peu mieux en termes de gestion de l'équilibre glycémique. Et puis ça a été évoqué par Chantal, et puis magnifiquement repris par Coralie, une différence au niveau de la taille des aiguilles, ce qui reste quand même qui est un élément très très important dans ces dispositifs médicaux. Il y a un autre point qui est extrêmement important en fait quand on veut parler d'insuline et d'insulinothérapie. Pourtant, on ne pourrait pas forcément le penser comme ça, c'est la question de la mesure du glucose. Et Chantal, comment vous avez découvert ces mesures du glucose? Vous avez déjà un petit peu parlé au début, vous nous parliez de bandelettes urinaires, c'est ça? Au début, non, c'était des comprimés effervescents qu'il fallait faire chauffer et ça prenait une couleur bleue, mais c'était toujours, ça partait du bleu ciel au bleu plus foncé. C'est les souvenirs que j'en ai, mais c'est tout. On disait, vous avez 1 croix, 2 croix, 3 croix, 4 croix.
mais sans donner de valeur, où on a commencé à avoir des valeurs. C'est sur les années, dans les fins des années 60, début 70, où on a eu des bandelettes urinaires. Alors là, c'était une couleur avec un petit peu de chiffres, mais c'est pareil, les couleurs, elles étaient tellement proches les unes des autres que c'était assez difficile de calculer. Et comme c'était toujours des analyses d'urine, c'était suivant le volume que vous uriniez aussi. Donc, il fallait faire 8 heures midi, midi 4 heures, 4 heures 8 heures, 8 heures le lendemain matin, enfin 20 heures 8 heures le lendemain matin. Et ça, quand vous allez à l'école ou même quand vous travaillez, vous ne pouvez pas faire du volume d'urine. Donc, on avait des bandelettes et voilà, c'est tout. On s'arrangeait avec ça. Et après les bandelettes ? Alors après les bandelettes, sur les années 75-76, on a eu des lecteurs de glycémie. Alors je ne sais pas si à l'époque c'était le premier, mais enfin moi j'ai eu un lecteur, c'était un gros lecteur Boehringer Mannheim, une petite boîte qu'on ouvrait. Et là on a commencé à avoir des chiffres. Et c'est vrai que lorsque vous avez des chiffres pour valoriser une quantité, là c'est différent. On agit différemment. On voit les choses différentes. Quand vous dites que vous agissez différemment, c'est par rapport à vos injections d'insuline, par rapport au rapport à la maladie ? C'est par rapport aussi au taux de sucre, parce que le temps qu'on ne sait pas exactement combien de taux de sucre on a, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais on n'avait pas les moyens de faire comme maintenant. Ce qu'on avait, c'était déjà mieux qu'avant, mais ce n'était pas encore ce que l'on a aujourd'hui. C'est vraiment bien, quoi. Là, on est épatés. Et donc, vous avez quoi aujourd'hui comme dispositif ? Le freestyle libre. Mais pas le 2, hein, parce que malheureusement, je suis quand même... je ne suis pas la patiente la mieux équilibrée. Donc, j'arrive fréquemment en hypoglycémie et j'ai peur qu'avec un freestyle 2, il sonne toute la journée. Voilà, il y a toujours des innovations à faire sur les dispositifs médicaux. Et donc, non, c'est vrai que le Freestyle 2, on en a beaucoup parlé dans les entretiens. Qu'est-ce que ça vous a changé dans votre vie, à vous ? Le freestyle, ça permet de faire plus attention. C'est vrai que tant qu'on n'a pas de chiffres, de valeurs ou qu'on peut les regarder fréquemment, pour moi, hein, je parle pour moi bien sûr, j'ai toujours tendance à exagérer, soit manger un petit peu trop, soit voilà. Donc, quand je vois que ça monte, là, je dis fais attention parce que j'ai encore quelques années à vivre, il ne faut pas les dépasser. Très bien, merci Chantal. Et vous, Coralie, alors je présume que ça n'a pas commencé par les bandelettes urinaires ni par les cachets effervescents ? J'en ai eu un petit peu pour vérifier l'acétone, mais pas pour vérifier le taux de sucre. J'ai évidemment tout de suite démarré avec les piqûres au bout du doigt. D'ailleurs, je ne sais pas vous Chantal, mais moi à un moment j'avais les doigts cartonnés, tout cartonneux à force de se piquer au bout. On voyait presque plus la peau. Et c'est vrai que l'arrivée du freestyle, ça a été magique. Je pense que j'oublierai jamais mon premier scan. J'ai juste passé l'appareil, j'avais mon taux de sucre, une manipulation. Avant, je devais ouvrir ma trousse, ouvrir la boîte, mettre la bandelette, me piquer le bout du doigt, attendre les 5 petites secondes que le taux s'affiche. On a quand même gagné en confort de vie et c'est indéniable. Et honnêtement, ce dispositif a vraiment changé une vie et j'ai hâte de voir la suite du coup. Et vous n'avez pas le Freestyle 2 ? J'ai essayé, mais bon, je suis d'accord que les alarmes, elles sont pas customisables, donc c'est toujours la même sonnerie, soit pour le taux de sucre haut ou bas, alors quand ça sonne, on ne sait pas trop où on en est. Donc j'ai essayé, mais c'est vrai que le Freestyle Libre 1 me convient pour l'instant. D'ailleurs, ça sera abordé plus tard lors d'une autre table ronde, mais vous avez quand même su développer quelque chose à partir de ce freestyle qui vous permettait de vous réapproprier vos glycémies, si je ne me trompe pas. Et vous voulez dire par rapport à la page Instagram ou... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je pensais que vous évoquiez Pody, etc. Alors, effectivement, avec le freestyle libre, on peut ajouter donc, ce qu'on appelle des
ça s'appelle soit un Bubble ou un Miao Miao, qui en fait permettent de faire le lien avec le téléphone portable. Donc, c'est-à-dire que j'ai encore supprimé une manipulation qui était de scanner, puisque la donnée est automatiquement relevée par ces petites extensions de freestyle, qui du coup permet à mon téléphone de sonner en cas d'hypo et d'hyperglycémie, ce qui est également un confort incroyable, surtout pour la nuit, puisque avant je me réveillais automatiquement pour être sûre de ne pas être en hypo ou en hyper, parce qu'après nuit en hyper, on n'est pas forcément très très bien. Et donc, je sais que je peux m'endormir tranquillement, puisque mon téléphone va m'alerter s'il y a un problème. Et mine de rien, c'est aussi un pas de plus vers le mieux vivre et vers un confort de vie appréciable. Non, c'est très intéressant. En fait, c'est compliqué toujours de synthétiser un peu comme ça la parole de deux personnes avec des expériences qui sont extrêmement différentes, mais on voit quand même que le confort d'utilisation s'est largement amélioré grâce aux mesures du glucose. Et puis pour faire vraiment le lien avec la session d'aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant, c'est de se dire que ces évolutions technologiques, ça a aussi permis de se réapproprier la maladie, de se projeter avec les complications, les choses comme ça, mais peut-être aussi de beaucoup mieux finalement suivre son insulinothérapie pour avoir finalement les meilleurs index glycémiques, éviter les hypoglycémies, qui est quand même l'effet indésirable entre guillemets principal de l'insuline, et qu'on voit vraiment que ces évolutions technologiques, même si elles ne sont pas directement associées à l'insuline, elles ont un impact absolument majeur. Et ça, je trouvais que c'était un point très intéressant. Et peut-être pour refaire le lien sur d'autres dispositifs médicaux qui sont essentiels et que vous aviez déjà évoqué, Chantal, notamment en parlant de pieux, je trouve que c'est toujours assez fort. Qu'est-ce que vous avez connu comme dispositif d'injection d'insuline du début jusqu'à aujourd'hui maintenant ? Donc, comme je le disais, on a commencé avec les seringues en verre. C'était catastrophique parce que le piston, il descendait tout seul, donc ça se cassait, il fallait recommencer. Ensuite, on a eu des seringues en plastique graduées sur 40 unités ou 80 unités, donc il fallait faire attention de prendre le bon côté de la seringue. Et ensuite, on a connu le stylo à injection qu'on a maintenant, et qui pour moi est le confort. C'est tout bête, mais voilà, c'est plus confortable et c'est plus facile. C'est-à-dire le stylo insuline, qu'est-ce que ça a changé pour vous par rapport aux seringues, ou même qu'elles soient en verre ou qu'elles soient en plastique ? En verre, c'était un piston, mais le piston s'y recevait. Il y avait du jeu entre le calibre de la seringue et le piston, et s'il y avait du liquide qui passait entre les deux, le piston avait tendance à descendre tout seul. Donc, c'était pas pratique. De plus que c'était des piqûres sous-cutanées à l'époque, c'était pas intramusculaire. Donc, il n'y avait pas de pratique. Les seringues en plastique, c'était mieux parce que elles étaient, il fallait mettre une aiguille, elles étaient préparées, mais ça bouge pas. C'est déjà un certain confort. Quant à maintenant, il n'y a plus qu'à tourner la petite manivelle pour avoir les quantités. Donc, évidemment, le confort du diabétique s'est quand même bien amélioré. Et vous parlez de confort, mais c'est par exemple sur l'activité professionnelle, la façon de se piquer, ça a changé des choses justement, cette évolution ? Ça change aussi parce que lorsque vous avez un stylo de maintenant, vous pouvez faire votre injection n'importe quand, n'importe où. Ça ne se voit pas. Sinon, autrement, il fallait prendre une seringue, une aiguille, l'enfiler. Vous ne pouvez pas la faire n'importe où, ni n'importe comment. Et puis à l'époque, c'était plutôt respecter les horaires aussi. Que maintenant, on nous dit, vous piquez au moment où vous mangez. Donc, dans le temps, c'était midi, 7 heures. C'était à heure fixe. Puis maintenant. Et la taille des aiguilles, c'était la même à l'époque ? Ah, non. Spécialement pour Coralie. Moi, actuellement, j'ai du 4 mm. Je ne sais pas combien c'était à l'époque, mais je ne vous mens pas. Comme ça. Et puis, il fallait les déboucher parce qu'il fallait les stériliser à chaque injection. Donc, on faisait bouillir dans l'eau. Mais ça se bouchait quand même. Donc, avec un petit inox. C'était... Mais on a bien vécu, hein. Il ne faut pas... C'était comme ça, tout le monde était pareil. Donc, on le vivait de cette façon-là. C'est sûr que par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. Mais il faut se remettre dans les années 50, 60. C'était comme ça, c'était comme ça. On était bien.
Non, on était bien, j'adore le principe de résilience, enfin, ouais, etc. Coralie, bon, pour vous, ça a été, je présume, les stylos insuline directement? Stylo insuline exactement, multi-injection pendant presque 12 ans. Et ensuite, pompe à insuline il y a 5 ans, mais c'est ça. Et alors, comment ça se passait, les injections? Et puis, pourquoi ce passage à la pompe? Alors, c'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, donc j'avais 9 ans, donc ce sont mes parents qui ont, entre guillemets, pris la responsabilité du diabète. Moi, j'y comprenais pas grand-chose. Ma maman me disait, on fait 5 unités, très bien, on fait 5 unités. Vient le passage à l'adolescence, jeune adulte, et je me rends compte que finalement, le diabète, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça veut dire il faut trouver la bonne dose, associée à une activité particulière, sauf que quand on est adolescent ou jeune adulte, une journée ne ressemble pas à une autre, et même quand on est adulte, finalement. Donc c'était très compliqué de s'y adapter jusqu'à... En fait, un jour, j'y comprenais clairement plus rien, je ne savais plus pourquoi je faisais 4 ou 8 unités, et les piqûres ne me correspondaient plus, jusqu'à un point où finalement, presque je me mettais en danger, parce que je ne comprenais pas, je ne savais plus combien il fallait faire, et j'étais en permanence en hyperglycémie. Donc mon corps m'a rattrapée, puisque j'ai fini par faire un malaise, mais tout simplement parce que j'étais tout le temps en hyperglycémie et très fatiguée. Et je me suis dit, il faut que je me reprenne tout simplement en main. Et pour moi, la pompe à insuline, c'était le symbole du renouveau et le symbole de ma reprise en main. Et enfin, j'allais remettre des efforts dans le diabète au quotidien. Donc, j'ai fait la demande auprès de ma diabétologue qui était ravie parce qu'elle me voyait complètement perdue avec mes piqûres. Elle me tannait pour la mise sous pompe, mais moi, je ne voulais pas de dispositif qui se voit à l'époque. Alors, quand je vois mon Instagram aujourd'hui, je me dis c'est quand même dingue d'avoir fait de la résistance comme ça des années. Mais du coup, je suis passée sous pompe. Je me souviens très bien également du jour où la prestataire de santé est arrivée et m'a présenté la pompe patch. C'était vraiment incroyable. Moi, je m'attendais à la pompe avec un gros fil qui dépasse. Je m'étais préparée mentalement en me disant c'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé. Et finalement, je vois cette pompe patch, j'en tombe amoureuse. Et aujourd'hui, je peux me faire un bolus tranquillement au restaurant avec des amis. J'ai pas besoin quand même de sortir la piqûre, etc. C'est encore plus discret, même si c'est pas du tout une honte d'être diabétique pour moi. Mais c'est quand même un confort également indéniable, c'est-à-dire que je décide soudainement d'aller faire une petite balade, je peux réduire mon débit basal, je décide de prendre un dessert, je peux renvoyer une dose. Ça s'adapte un peu plus facilement, même si évidemment c'est pas magique. On reste le maître des décisions par rapport à notre pompe à insuline. Mais également, je trouve qu'en passant sous pompe, personnellement, puisque chaque patient a son traitement, ça a été très bénéfique pour mon quotidien. Voilà. Merci. Non, vous voyez, hein, l'évolution elle est spectaculaire. Parce que je trouve que ça rejoint toujours la thématique, mais c'est qu'on voit qu'à partir d'une hormone, ce qui a quand même compté sur la différence d'expérience de vie, c'est évidemment le développement des différentes formes d'insuline, hein, c'est évident. Mais quand même, les dispositifs médicaux, et notamment les dispositifs d'injection, entre les seringues en verre avec les aiguilles qu'il faut déboucher, les problèmes de piston, les graduations, et puis le passage au stylo à insuline qui a déjà été une innovation énorme. Et puis pourtant, quand même, pour entre guillemets une nouvelle génération, une technique d'injection qui en devient presque obsolète parce que contraignante pour passer sur un système de pompe patch. C'est quand même extraordinaire. Je me permets de vous livrer une anecdote. J'ai fait un entretien avec un patient, une personne atteinte de diabète de type 1 qui était d'origine mauritanienne, qui avait des problématiques d'accès à l'insuline qui étaient celles qu'on peut bien imaginer dans ce type de pays. Il est arrivé en France, il a eu l'Omnipod. Et lui, il a dit à sa famille, je suis guéri du diabète parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de m'injecter. Et pour sa famille, c'était je suis guéri du diabète. Donc l'évolution des dispositifs médicaux sur les représentations du diabète, la gestion de la maladie, c'est quand même extraordinaire. Et si je peux me permettre peut-être de passer un deuxième message, mais c'est pour aller un peu dans votre sens, c'est que dans les différents entretiens qui sont faits, on voit qu'il y a quand même souvent des réticences de la part des personnes diabétiques de type 1 ou de type 2 d'ailleurs, sur le passage à la pompe à insuline. La question esthétique, très importante, vous l'avez dit. La question de la stigmatisation, très importante. Et pourtant, c'est un dispositif qui, en tout cas dans votre cas, et j'ai l'impression dans la plupart des études, montre bien que ça permet un meilleur équilibre glycémique. Et vous l'avez très bien dit, ça permet aussi un petit peu d'alléger le fardeau de la maladie derrière, ce qui est peut-être un point important, quoi. La pompe à insuline, ça peut être bien. Complètement. Dont l'Omnipod. Voilà, c'est ça. Un petit point sur les pompes à insuline. Oui.
mesdames et messieurs, si des sociétés de laboratoire sont présentes, pensez qu'un diabétique peut avoir une vue un peu basse. Moi, je ne peux pas mettre de pompe patch parce que je ne peux pas la remplir. Pour la remplir, l'endroit où vous mettez les aiguilles est trop petit, je ne vois pas. Donc, soit vous mettez un cercle de couleur, vous faites quelque chose, mais il faut que l'on puisse voir où on remplit les pompes. Merci. Si je peux me permettre, je parle sous ton contrôle, Nicolas, mais il me semble que c'est aussi à ça que sert le Diabète Lab, hein, c'est-à-dire exprimer des attentes précises, concrètes de vie quotidienne des patients pour que les industriels et les pouvoirs publics en tiennent compte dans l'ergonomie de leur dispositif. Oui, tout à fait. Je me permets, on fait quelques études sur les dispositifs médicaux, notamment sur les pompes à insuline, parce qu'il y a eu une grosse actualité sur ce sujet-là, mais il y a aussi les capteurs de glucose en continu. Et évidemment, ça fait partie des remontées terrain qui sont toujours importantes, parce que, Chantal, en fait, vous auriez aimé avoir l'Omnipod alors? Oui, parce qu'il n'y a pas de cathéter, donc c'est bon. Mais avec un rond de couleur. Ah ben, pour pouvoir les chercher, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez le bricoler, le rond, hein, on est bien d'accord? Non. Ok. Peut-être, Nicolas, si je peux me permettre une question sur l'avenir et sur tout ce qui se profile, hein. D'une part, la boucle fermée semi-hybride, d'autre part, la télésurveillance. Est-ce que vous pensez toutes les deux que c'est une direction dans laquelle vous pourriez souhaiter aller? Et pour quels bénéfices attendus supplémentaires, si c'est le cas? Tu veux répondre d'abord? Alors, moi, je trouve que c'est formidable. Parce que c'est toujours ce qu'on a dit. Moi, je m'étais toujours dit, je mettrai une pompe le jour où j'aurai rien à faire. Je mettrai la pompe et puis elle se débrouillera toute seule. Ça, c'était le rêve. Apparemment, ça devient réalité. Donc, ça pourrait être bien. Mais je crois que maintenant, je suis un petit peu trop âgée pour pouvoir rêver d'avoir ça. Sans, moi, l'informatique, c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai toujours des craintes dans les nouveaux systèmes. D'accord. Donc mais ouais. Je pense que c'est quand même l'avenir. Quoi, Ali? Dans mon cas, j'attends que ça. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de tester d'autres systèmes, notamment le Dexcom, et c'est vrai que c'est génial de se dire que notre taux de sucre est toujours relevé automatiquement. J'adorerais que ce système communique avec ma pompe pour que au moins j'évite les gros effets de cloche sur ma courbe, parce que c'est ça, je trouve, qui nous fatigue le plus, c'est de passer de 3 grammes à 0,50. Il n'y a rien de plus fatigant. Donc si le dispositif peut au moins éviter ces gros effets de chute et de hausse, ce serait génial. Maintenant, on se pose la question des bolus, puisque la machine ne pourra jamais étudier elle-même le nombre de glucides qu'on va ingérer. Donc je pense qu'il restera cette partie-là, mais au moins sur la partie basale, si on peut avoir une action et un peu contrecarrer les phénomènes d'augmentation et de baisse, ça pourrait être déjà une grande avancée. J'attends que ça, honnêtement, et j'ai hâte de le tester. D'accord. Et la télésurveillance ou le télésuivi, hein, parce que le mot surveillance peut être parfois mal perçu, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un intérêt pour vous ou pas? Complètement, parce que parfois on a des questions à n'importe quelle heure. En fait, le diabète ne s'arrête jamais. Si on a une acidocétose, si on voit que on a un problème de pompe, c'est quand même assez bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui, nos prestataires de santé ont une ligne à 24 heures sur 24 dès qu'on a un problème de pompe, et c'est appréciable parce que psychologiquement, on est tout de même rassuré. Si on peut avoir des conseils de notre diabétologue ou d'une infirmière aussi qui serait disponible, je pense que ça serait super. Merci. Nicolas? Non, mais la télésurveillance, très intéressant. Et Chantal, pour vous qui êtes d'une autre génération, vous disiez des difficultés peut-être avec l'informatique, la télésurveillance, c'est quelque chose qui pourrait vous aider aujourd'hui? Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous présenter ça. Mais moi, j'ai une télésurveillance à la maison. D'accord. Je suis mariée depuis 55 ans. J'ai un mari qui ne dort pas la nuit parce qu'il a toujours peur que je suis en hypo. C'est lui qui me fait du glucagène quand malheureusement j'en ai besoin. Donc, je dirais que je suis peut-être en avance dessus, en fin de compte. Voilà, donc
télésurveillance de proximité. Voilà, la nuit, je suis bien surveillée. Bon, il n'y Il y a a peut-être plus un qu'à trouver un modèle économique avec les prestataires pour... Exactement. Non, mais Nicolas, c'est ouais. intéressant d'ailleurs, je me permets, parce que c'est un message qui est quand même porté par la fédération de façon générale, mais qu'attendez-vous pour rembourser les systèmes de boucle fermée hybride? Vous voyez bien quand même que c'est une demande des patients. Et pas seulement pour les questions d'une amélioration de l'équilibre glycémique, aussi pour la diminution du fardeau de la maladie et de la charge mentale qui est associée à l'insulinothérapie. Voilà, bon, excusez-moi, j'en profite. D'ailleurs, il y a un webinaire sur la boucle fermée hybride demain, bref, etc. Très bien, on va un tout petit peu changer de thématique sur la question quand même de l'accompagnement et du vécu avec le diabète. Tout au long de votre parcours, Chantal, vous avez été accompagnée, vous avez rencontré d'autres personnes diabétiques? Si oui, comment ça s'est passé? À quelles occasions? Alors, les seuls moments où j'ai rencontré au début de mon diabète des personnes diabétiques, j'avais déjà quelques années de diabète, et c'est lors des hospitalisations après mes accouchements. Mais sinon, avant, non, on n'avait personne, on ne connaissait pas. Faites du sport, maintenant, faites attention à vos taux de glycémie. Je peux vous dire que je faisais de la gymnastique de compétition, les agrès et compagnie, et qu'on m'a jamais dit fais attention, tu vas être en hypoglycémie. Je crois que de toute façon, les hypoglycémies à l'époque, on était plutôt en hyper qu'en hypo. Mais voilà, j'ai pas connu dans les premières années. Ensuite, sur les années 70, bon, j'ai été hospitalisée plusieurs fois et c'était assez stressant parce qu'à chaque fois que vous alliez voir un diabétologue, il vous disait vous êtes mal équilibré, il faut vous hospitaliser. Alors après, j'allais voir le diabétologue avec un sac de voyage dans la voiture. Ou alors, ce qui a été le plus radical, c'est que j'ai arrêté d'aller en voir. C'était plus simple, j'allais voir le médecin traitant, c'est bon. Et la rencontre avec l'AFD, ça a changé des choses pour vous? Alors, la rencontre avec l'AFD, c'est quand j'ai été mise en invalidité en 99 et que j'ai voulu me rendre disponible et bénévole parce que je ne pouvais pas rester à la maison à rien faire et que je suis rentrée à l'AFD 51 où j'ai été présidente dès la première année, c'est-à-dire en 2004 jusqu'à juin 2021. Là, j'ai pu parler et j'ai pu donner de l'expérience et dire aux gens que, bon, c'est contraignant le diabète, mais ne baissez pas les bras. Ça vaut le coup d'être vécu quand même. Et vous, Coralie, je présume que votre expérience a été complètement différente, notamment avec les développements des technologies de l'information et de la communication? C'est ça, exactement. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir trois grands piliers dans ma vie. C'est la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie associative avec le diabète. C'est vrai que je me suis beaucoup développée à travers les réseaux sociaux et parce qu'il y a une vraie communauté en ligne. Et c'est personnellement à partir de ce moment-là où j'ai encore plus assumé mon diabète, repris mon diabète en main, puisque j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont chacune aidée dans mon parcours de vie avec un diabète. Et mon objectif aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'aller chercher tous ces diabétiques avant de rentrer dans une phase de déni et de croire que le diabète est un problème qui empêchera la personne de vivre correctement. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de sensibiliser, d'aller trouver ces diabétiques, de se rencontrer, d'être unis et surtout de partager. Je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre et c'est ça qui aide à mieux vivre son diabète, puisque quand on rencontre des personnes comme nous, on se sent compris et on se sent surtout normaux. Et ça, c'est un sentiment qu'on a du mal à ressentir dans la vie quotidienne parce qu'on a toujours « Attends, moi, je dois faire une piqûre, moi, je suis en hypo ». Donc, rencontrer d'autres personnes comme nous qui nous ressemblent, ça fait un bien incroyable. Et surtout, on peut parler de problématiques desquelles on ne parlerait peut-être pas avec nos professionnels de santé. Donc, c'est un énorme complément aujourd'hui à nos professionnels de santé. Ça apporte un soutien psychologique indéniable. Et je trouve que les nouveaux moyens de communication forment un groupe de soutien qui est aujourd'hui essentiel, en tout cas pour moi. Et dans mon cas, c'est ce qui m'a aidé à me développer.
Ah, donc j'apprends que vous ne dites pas tout aux médecins alors. Non, mais c'est très intéressant parce que vous voyez, on est quand même parti de l'insuline, on voit l'importance des dispositifs médicaux dans l'amélioration de la vie avec le diabète, et puis finalement l'importance des réseaux sociaux, d'abord sous forme associative, et aujourd'hui les réseaux sociaux au sens de médias sociaux qu'on peut retrouver sur Internet, et toute cette dynamique d'accompagnement. Il nous reste 2 questions, elles sont très importantes, donc il faut absolument qu'on les évoque. Pour vous, Chantal, c'est quoi les 2 principales innovations que vous avez connues dans le diabète ? Pour moi, les 2 nouvelles, enfin, c'est les stylos à injection de maintenant et le freestyle libre. C'est ce qui permet pour les personnes sous stylo, de s'équilibrer davantage, de mieux prendre en charge sa pathologie. Et pour vous, Coralie, avec quelques années d'écart, les 2 principales innovations ? Le freestyle aussi et l'omnipod. En tout cas, le freestyle semble faire l'unanimité, quelle que soit la génération, et l'omnipod sur la pompe. Ouais, exactement. Et une toute dernière question, Chantal, si quelqu'un découvrait qu'il était diabétique aujourd'hui, quel serait votre principal conseil ou vos principaux conseils ? Déjà de se renseigner, de bien connaître sa pathologie, parce que je pense qu'on se soigne bien si on connaît le pourquoi du comment. Ça, c'est une des choses primordiales, il me semble. Ensuite, de ne pas rester isolé, surtout de ne pas baisser les bras, même si on sait que bon, si on baisse les bras, ça peut ne pas apporter sur le moment grandes conséquences, mais surtout, je mettrai en garde, attention à l'avenir, parce que ce qu'on oublie de nous dire, c'est que les complications, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, il est évident que vous allez rester sans vous soigner trop bien pendant un certain temps, pendant un temps très longtemps. On ne vous a pas dit que les complications, ça peut arriver 10 ans, 15 ans, 20 ans après un début de diabète. Et ça, je trouve que c'est malheureux. Et c'est quand même à prévenir. C'est pas de mettre les gens en garde ou de leur faire peur. Non, c'est de les prévenir que ça peut arriver. Mais que ça peut être évité aussi. Faut être quand même dual. Bien sûr. On n'est pas. Mais c'est pas parce que vous allez bien vous soigner que vous allez faire tout ce qu'il faut que vous n'en aurez pas. Bien entendu. Donc les 2 sont. Mais il faut prévenir. Voilà. Et pour vous, Coralie ? Évidemment, s'entourer. Je pense que s'entourer, c'est le conseil primordial qu'il faut donner. Rencontrer d'autres personnes diabétiques et des personnes qui vous ressemblent, parce que bien souvent, on nous dit qu'un membre d'une famille est diabétique, mais malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire à un tonton qui est peut-être plus âgé. Voilà, c'est vraiment rencontrer des personnes qui vous ressemblent pour échanger avec elles, pour rigoler, partager. Et vraiment, c'est ça qui permet de prendre son diabète à bras-le-corps et surtout de voir qu'on n'est pas seul. Et honnêtement, aujourd'hui, quand on a un petit souci, un petit message à une copine diabétique, ça fait du bien. Et juste se retrouver entre copines diabétiques, c'est juste incroyable. Alors, je fais un petit signe à Léonore et son association Ta Pointe Family qui a beaucoup œuvré pour que tout le monde se rencontre. Mais c'est dans ces moments-là où on se sent le plus heureux. Et parfois, on se dit, mais on a peut-être une chance incroyable d'appartenir à une communauté aussi soudée et belle. Donc, en fait, on décide de regarder un autre côté du diabète. Alors oui, il y a les hypos, il y a les hyper, il y a une maladie chronique qui est lourde mentalement, mais elle me permet de vivre des choses que les personnes normales ne peuvent pas vivre. Donc, j'ai décidé de regarder le diabète de cette manière et de me dire que sans lui, je n'aurais pas rencontré d'aussi belles personnes qui font aujourd'hui partie de ma vie. Donc, honnêtement, j'ai décidé de le regarder comme ça maintenant. Merci. Chantal, oui. Oui, il faut simplement dire aussi que tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux. Non. Donc, rapprochez-vous des associations départementales Tout à fait. qui, toutes ensemble, font que maintenant nous ayons une belle fédération. Pensez-y. Il y en a pour tout le monde. Merci pour vos témoignages, votre démonstration, comme quoi vivre avec un diabète peut ensoleiller la vie, n'a
n'amène pas de l'insouciance, bien entendu, c'est clair. Il faut de la concentration, il faut de la méthode, il faut de l'engagement, mais on peut quelque part en faire une force, si j'ai bien compris. Hein. Merci à tous les trois. Je vous laisse rejoindre la salle, on les applaudit. Merci. Merci à vous.